L'image que je vous présente ici, ça s'appelle le revers du Grand Sceau des États-Unis. C'est conçu en 1776, comporte l'expression latine Novus Ordo Seclorum. Elle présente officiellement, et de ce depuis 1782, et est visible au dos donc, du billet de 1 dollar américain depuis 1935. Cette devise se traduit par Nouvel Ordre des siècles ou Nouvel Ordre des âges. Elle symbolise l'avènement d'une nouvelle ère marquée par l'indépendance des États-Unis en tant qu'État-nation. Toutefois, certains adeptes de théorie du complot y voient une référence au supposé nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est D'où ça vient? Qui a théorisé donc la théorie du nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ici, on va un petit peu débunker, on va chercher à débunker le vrai du faux, on va creuser, on va comprendre qui a théorisé le nouvel ordre mondial et d'où viennent ses origines. Alors, l'expression nouvel ordre mondial est couramment utilisée dans diverses théories pour désigner un prétendu projet de domination mondiale qui serait orchestré par des institutions démocratiques, des ONG, donc les organisations non gouvernementales, des associations ou encore d'autres styles de régimes autoritaires. Selon certains partisans de ces théories, des groupes donc supposément occultes, comme les Illuminati, les francs-maçons, seraient à l'origine d'une conspiration secrète s'étendant sur plusieurs siècles. Ils affirment que les événements mondiaux seraient manipulés en coulisses par une élite agissant dans l'ombre, animée par un objectif de contrôle global et totalitaire. L'identité donc des acteurs impliqués varie selon les récits, mais de nombreuses versions désignent donc des groupes réels, qu'ils soient des sociétés secrètes, des réseaux d'influence ou des organisations internationales, comme les cerveaux de ce projet. Donc sont aussi régulièrement cités le Concile on Foreign Relations, la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Fondation Dishley, ainsi que des cercles fermés tels que la franc-maçonnerie, Skull and Bone, les Bohemian Club ou encore l'Ordo Templi Orientis. On va développer un petit peu tous ces groupes, tous ces groupuscules en détail. Donc un des premiers éléments marquants, c'est le concile qu'on appelle On Foreign Relations, CFR. Donc c'est un think tank américain fondé en 1921, basé à New York. Il est composé de chercheurs, d'anciens responsables politiques, de chefs d'entreprise et de journalistes. Le CFR se consacre à l'analyse des relations internationales et la politique étrangère des États-Unis. Il est souvent accusé par les théoriciens d'être une organisation influente qui façonnerait secrètement la politique mondiale, bien que ses travaux soient publics et ses membres largement connus. Passons maintenant à la commission trilatérale. Elle est créée en 1973 par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski, ce qui vise à renforcer la coopération entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Elle regroupe des personnalités issues du monde politique, économique et académique. Il y a des détracteurs qui y voient un cercle fermé où se décident donc les grandes orientations économiques et académiques. Les détracteurs y voient un cercle fermé où se décident donc ces orientations donc géopolitiques mondiales sans consultation démocratique, même si elles fonctionnent principalement comme un forum de dialogue privé. On est actuellement aussi en concurrence, on retrouve le groupe Bilderberg. C'est une conférence annuelle réunissant depuis 1954 environ 120 à 150 personnalités influentes d'Europe et d'Amérique du Nord. Les diffusions se tiennent à huis clos, ce qui alimente les soupçons de décisions prises à l'abri du regard du grand public. Officiellement, il s'agit d'un espace d'échange libre et informel entre responsables politiques, chefs d'entreprise universitaires et journalistes. Son opacité alimente toutefois de nombreuses théories conspirationnistes. Il est vrai que ça serait intéressant de montrer au grand public comment on pourrait mettre au porte-à-faux ces théories en y représentant plus de clairvoyance. Une représentation avec une forme de visibilité mettrait au porte-à-faux certaines théories. On a aussi donc, le Club de Rome, qui est un groupe donc, de réflexion internationale fondé en 1968. Il s'est rendu célèbre pour son rapport The Limit of Growth, qui alertait sur les dangers de la croissance économique qui était exponentielle dans un monde aux ressources limitées. Ces travaux ont influencé la pensée écologique mondiale. Toutefois, certains y voient une tentative de promouvoir une gouvernance mondiale restrictive au nom de la durabilité.
On a aussi la fondation Ditchley, basée au Royaume-Uni, et organise des conférences internationales sur les enjeux globaux en réunissant donc décideurs, diplomates et universitaires. Elle est créée en 1958, elle vise à promouvoir les relations transatlantiques et la compréhension mutuelle. Comme pour d'autres groupes, son caractère discret et son accès limité sont interprétés par certains comme des signes d'agenda caché. On a aussi donc la société Skull and Bone. C'est une société qui est étudiante, fondée en 1832 à l'université Yale aux États-Unis. Elle est réputée pour avoir compté parmi ses membres plusieurs figures politiques et économiques majeures comme George Bush ou John Kerry. Elle est souvent citée dans les théories du complot comme un vivier d'élite destiné à infiltrer les plus hautes sphères du pouvoir. Également ajouter à cela la franc-maçonnerie, dont les origines remontent au XVIIe siècle, qui est une société fraternelle répandue dans le monde entier. Elle est structurée autour de rituels symboliques, de loges et degrés de progression. Bien qu'elle s'implique dans des actions caritatives ou philosophiques, elle fait régulièrement l'objet d'accusations de manipulation des élites, notamment en raison de confidentialité de ses rites et de ses membres influents dans la politique et les affaires. On a eu par exemple aussi l'affaire de l'euthanasie, qui, selon ce qu'on dit, a été aussi influencée ou a été une forte participation de la franc-maçonnerie par rapport à cette proposition de loi. Pour finir, l'Ordo Templi Orientis, qui est une organisation ésotérique fondée au début du XXe siècle, fortement influencée par l'occultisme, notamment par l'occultiste Aleister Crowley. Elle mêle des éléments de franc-maçonnerie, de mysticisme oriental et de magie cérémonielle. Bien que son influence réelle soit marginale, elle est fréquemment associée dans le milieu complotiste à un réseau occulte agissant en coulisses. Alors par la suite, vous connaissez le terme du complot, mais est-ce que vous connaissez le terme du méga complot? Alors on dit que ses origines, la notion de méga complot dans les récits conspirationnistes au XVIIIe siècle, en particulier avec le mythe du complot juif, donc le méga complot commence à ce moment-là. Ce dernier évolue au XIXe siècle en un mythe du complot judéo-maçonnique qui deviendra à son tour le modèle de la théorie du complot judéo-bolchevique au XXe siècle. Selon Taguieff, la vision d'un méga complot théorisé dans les milieux d'extrême droite ou même d'extrême gauche va regrouper plusieurs figures ennemies. D'un côté le complot judéo-bolchevique, qualifié d'international du sang, et de l'autre complot judéo-capitaliste ou plutocratique nommé international de l'or. Donc il y a les deux formes d'international, le sang et l'or. Après la Seconde Guerre mondiale, les théoriciens complotistes réinterprètent cette vision globale, suggérant que les forces occultes auraient orchestré aussi bien le bolchevisme que le nazisme, dans le cadre d'un projet de domination planétaire. Ces représentations, du début du nouvel ordre mondial, se développent dans les milieux conservateurs européens et américains, souvent hostiles à la franc-maçonnerie. En 1912, le ministre français Émile Flourens, adepte de cette idée, publie un fiasco maçonnique à l'aurore du XXe siècle de l'ère chrétienne, où il accuse la franc-maçonnerie d'être à l'origine de projets comme la Société des Nations et la Cour permanente de justice internationale. Flourens y voit les signes avant-coureurs d'un gouvernement mondial, d'un système de justice universelle et d'une religion planétaire, excluant le catholicisme. Il avance que ces cercles cherchent à remplacer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes par un droit international imposé dans. En 1958, l'écrivain britannique Aldous Huxley publie Retour au meilleur des mondes, un essai dans lequel il établit un parallèle entre les évolutions sociales de son époque et l'univers dystopique de son roman, Le meilleur des mondes. Bien que non conspirationniste, Huxley, issu d'un milieu intellectuel proche des élites britanniques, apporte un éclairage intéressant sur les idéologies de son temps, en particulier le darwinisme social et l'eugénisme. On est dans la même année, il y a l'industriel américain Robert Weich. JR fonde la John Bird Society, un mouvement anticommuniste, chrétien et nationaliste. Lors de son discours fondateur, Welch présente une vision conspirationniste d'un groupe secret cherchant à transférer progressivement la souveraineté des États-Unis vers une organisation internationale. En 1959, il appelle au retrait des États-Unis de l'ONU, qu'il accuse de préparer un gouvernement mondial. En 1971, il précise sa théorie en affirmant que les communistes ne seraient
que des instruments et non des instigateurs de la conspiration. Il désigne alors les véritables commanditaires comme les insiders, des élites infiltrées, et les relie aux Illuminés de Bavière au XVIIIe siècle. L'historien américain Carroll Quigley, dans ses travaux sur le capitalisme financier entre 1850 et 1932, affirme que certaines élites cherchent à instaurer un système global de contrôle économique et politique, dominé par le secteur privé. Pour lui, ce pouvoir serait ensuite passé des banques aux technocrates et groupes d'influence soutenus par la propagande. On est alors en 1971, Gary Allen publie Non-Dark-Colored Conspiracy, un ouvrage influent dans les milieux de droite américaines, on reprend ses thèses de Welch et Quigley. Il accuse l'administration Nixon d'alimenter ce projet mondial à travers des politiques telles que la réforme de l'éducation. Dans les décennies suivantes, cette idée de complot mondial gagne en popularité auprès de figures conservatrices américaines, notamment les paléo-conservateurs, comme Pat Buchan ou l'animateur Alex Jones et les sénateurs anticommunistes comme Jesse Helms, Steve Helms et Carol Urban. On est alors en 1983, Larry McDonald, alors qui est membre de la John Birch Society, affirme peu avant sa mort que des transferts de technologie vers l'URSS auraient permis de maintenir un ennemi durant la guerre froide, un ennemi commun, justifiant ainsi le complexe militaro-industriel américain. Il avance que certaines élites américaines cherchent à établir un gouvernement mondial à tendance socialiste. On est dans la même année, William Jasper, également membre de John Birch Academy, publie Global Tyranny, Step by Step, dans lequel il accuse chaque secrétaire général des Nations Unies d'avoir des affiliations marxistes et socialistes. Il décrit un projet de dictature mondiale, une thèse reprise par John Coleman dans Socialisme, The Road to Slavery, plus tard réédité sous le titre de One World Order, Socialist Dictatorship. Donc un seul ordre mondial, la dictature du socialisme. En 1997, l'écrivain conservateur Gary Keith Rowlands, la théorie du complot maçonnique, dans En route, Route to Global Occupation, la route vers l'occupation globale, où il affirme que la franc-maçonnerie serait la manœuvre derrière un agenda mondialiste visant à instaurer un gouvernement unique. L'expression « nouvel ordre mondial » gagne en visibilité à partir des 80s. Elle est évoquée dans le cadre des débats sur la réforme des médias avec la commission MacBride sur l'information et la communication. Ronald Reagan évoque indirectement en 1983 dans son discours dénonçant l'URSS comme un empire du mal. Mais c'est surtout à partir du discours du président George Bush du 25 septembre 1990, en pleine guerre du Golfe, qu'elle entre dans la langue politique courante. Il y revient également le 6 mars 1991, plus récemment, l'expression a ressurgi dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Le président Joe Biden, puis le ministre russe dans les Affaires étrangères Sergei Lavrov, l'ont mentionné dans des discours, ce qui a ravivé les fantasmes de tout à chacun, de la gauche comme de la droite. Cette invasion est venue renforcer les spéculations déjà nourries par la pandémie de Covid-19, perçue par certains comme un outil de reconfiguration mondiale dans la continuité des bouleversements géopolitiques survenus après la chute du mur de Berlin en 1989. Donc là, vous le voyez bien, l'expression nouvel ordre mondial a été employée par divers acteurs géopolitiques au fil du temps, dans des contextes qui étaient souvent très différents. Notamment après, il y a eu le premier choc pétrolier de 1973, où les pays membres de l'OPEP appellent, lors d'une session de l'Assemblée générale des Nations Unies en mai 1974, à l'établissement d'un nouvel ordre économique mondial, fondé sur une redistribution plus équitable des sources, à un rééquilibrage des relations nord-sud. Donc on le voit, il y a une internationalisation de la société, une accélération des liens à l'international, et donc un monde qui est de plus en plus connecté. Un monde plus multipolaire, mais bien évidemment de plus en plus connecté. C'est toutefois, il y a le discours du président américain Bush devant le Congrès des États-Unis en 1990 qui va populariser cette expression dans les relations internationales. Dans ce discours, dans le contexte de la crise du Golfe, Bush évoque la possibilité de fonder une nouvelle ère diplomatique marquée par une coopération accrue des nations, le respect du droit international,
la paix et la promotion de la démocratie, notamment tout ceci guidé donc par les États-Unis, si c'est fait par Bush. Il s'inscrit ainsi dans la continuité des grands slogans de la diplomatie américaine, comme la Nouvelle Donne des années 30 ou la Nouvelle Frontière des années 60. La première guerre du Golfe de 91 est alors présentée comme un exemple concret de nouvelle gouvernance mondiale. Donc là je cite Bush: nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le Golfe Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s'orienter vers une période historique de coopération. De cette difficile période, notre objectif cinquième, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour, une nouvelle ère moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice la plus sûre, dans la quête de la paix. Bon, j'ai essayé d'imiter, vous me direz en commentaire si l'imitation est correcte. Donc dans les années 90 à 2000, il y a des chercheurs et des penseurs qui critiquent et analysent donc l'usage de cette expression comme le reflet d'une volonté américaine d'étendre son modèle politique à l'échelle planétaire. C'est un petit peu quand la blague qu'on retrouve sur internet, la private joke, où on dit notamment que les États-Unis viennent importer la démocratie et pour ce faire, ils vont utiliser donc la guerre ou les moyens de force des États-Unis afin de faire la guerre et imposer leur démocratie aux autres populations. C'est l'idée un petit peu de l'universalisme. Donc l'idée d'un empire global dominé par les États-Unis qui prolonge l'ordre issu de la guerre froide en imposant la démocratie libérale et le capitalisme de marché comme une norme universelle. Donc les idées de Lumière deviennent donc le capitalisme de marché et le libéralisme. Le philosophe donc Francis Fukuyama évoque cette dynamique dans La fin de l'histoire et Le dernier homme, où il voit la démocratie libérale comme le stade ultime de l'évolution politique de l'humanité. De son côté, le politologue Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, expose une stratégie plus réaliste. Pour maintenir leur domination, les États-Unis doivent contrôler les zones eurasiatiques, véritable pivot géopolitique du monde. Selon lui, ça implique une coopération étroite avec les principales puissances européennes, Royaume-Uni, France, Allemagne, afin de surmonter les divisions internes de l'Europe. Donc ces trois pays, indirectement, vont être les guides de toute l'Europe. Et donc le but est de surmonter les divisions internes de l'Europe. L'Eurasie concentre en effet la majorité des ressources énergétiques mondiales et environ 60% du PIB planétaire. Le contrôle de l'Asie centrale y est identifié comme un enjeu stratégique majeur. Brzezinski va reconnaître toutefois une difficulté majeure. En dehors d'un consensus imposé par une menace extérieure directe et massive, l'unité internationale reste difficile à construire. Cette idée évoque les narratifs alarmistes qui vont marquer les dernières décennies comme la guerre contre le terrorisme, les discours sur le réchauffement climatique, encore les réponses de pandémies mondiales comme celle de la Covid-19. Si l'hégémonie américaine est généralement reconnue, donc l'idée d'un empire mondial contrôlé par eux-mêmes est contestée, plusieurs analyses défendent un monde devenu multipolaire, dans lequel des puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et la Russie jouent un rôle croissant. L'historien et démographe Emmanuel Todd, dans Après l'Empire, décrit les États-Unis comme une puissance en déclin, dont l'autorité globale s'érode malgré un appareil militaire toujours dominant. Les événements des années 2000 alimentent cette remise en question de la suprématie américaine. Parmi les éléments souvent cités figurent donc les difficultés prolongées des États-Unis en Irak, 8 ans en Irak et 10 ans en Afghanistan, la crise mondiale de 2008 déclenchée par l'effondrement du système bancaire américain qui a déstabilisé l'économie mondiale, la remise en cause de l'hégémonie du dollar comme monnaie de réserve, et enfin l'essor économique de la Chine, ainsi que la montée en puissance d'organisations comme l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc on le voit, l'expression nouvel ordre mondial, on le comprend, va prendre une ampleur symbolique croissante depuis la chute du mur de Berlin en 1989, événement qui marque la fin de l'URSS et l'entrée des États-Unis dans une phase d'hégémonie totale mondiale. C'est associé à l'euphorie post-guerre froide, mais aussi des désillusions croissantes, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001, la bulle Internet et la crise économique de 2008. Ça ressurgit dans certains discours politiques, notamment à la suite de la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie en 2022,
perçu comme un tournant géopolitique majeur. Le réchauffement climatique, les pandémies mondiales et les tensions internationales nourrissent à nouveau l'idée de l'ordre mondial établi à la fin du XXe siècle et en mutation profonde. On le voit, hein, tout ceci va aller de mal en pis. Je ne sais pas comment ça va terminer. En tout cas, l'histoire ne sera pas représentative. Hein. Enfin, l'histoire sera en perpétuel conflit. Allez, on aime, on partage, on commente. Hein. On pense à partager, on pense à faire un don. Et puis moi je vous laisse là. Allez, salut les amis, ciao.